Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord commencer cette présentation en remerciant les organisateurs et les organisatrices de ce colloque de me permettre d'intervenir. Coronavirus oblige, je voudrais tout d'abord m'excuser par avance pour la faible qualité de mon enregistrement réalisé uniquement avec l'équipement dont je dispose. La présente communication est le fruit d'une recherche non aboutie et actuellement en cours. À partir d'un corpus composé d'œuvres et d'archives inédites, cette intervention se propose d'étudier la circulation et la diffusion de l'état-major autrichien devant le corps de Marceau, peint par Jean-Paul Laurens. Actuellement conservé au musée Senoukou à Kokam, ce tableau est un sujet d'étude privilégié, puisqu'il offre la possibilité de réaliser une approche monographique précise et documentée. Il sera l'occasion d'analyser le large éventail des mécanismes de la circulation des images et, dans une moindre mesure, les notions de chef-d'œuvre et d'iconicité. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, permettez-moi de réaliser d'abord une rapide mise en contexte concernant Jean-Paul Laurens et de faire un court résumé de sa carrière en 1877, année de réalisation de la mort de Marceau. Né en mars 1838 à Fourquevaux, dans le sud-ouest de la France, l'artiste entre à l'école des Beaux-Arts de Toulouse en 1854. Il arrive à Paris en 1860, où il s'inscrit à l'école des Beaux-Arts et devient l'élève d'Auguste Bida. Il suit également l'enseignement de Léon Cogniet. Il commence à exposer au Salon en 1863 et reçoit sa première médaille lors de l'édition de 1872 avec la mort du duc d'Enghien. Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1874, il voit plusieurs de ses toiles achetées par l'État et réalise plusieurs contrats commandités par celui-ci. Laurens connaît déjà un important succès critique avec l'excommunication de Robert le Pieux en 1875 et François Borgia devant le cercueil d'Isabelle de Portugal en 1876. Bien qu'étant âgé de seulement 39 ans, il est déjà un artiste important dans le milieu de l'art français et jouit d'une grande popularité, ainsi que d'une carrière déjà prestigieuse. La mort de Laurens est une toile taillée pour s'imposer au salon, aussi bien par son sujet que par son format. Dans un article du Figaro de mai 1877, le critique Albert Wolff précise qu'il s'en est fallu que de quelques voix pour que M. Jean-Paul Laurens remportât l'année dernière la suprême récompense du salon de 1876. On peut donc estimer que l'artiste souhaite sans doute remporter la médaille d'honneur cette année et qu'il a placé toutes les chances de son côté avec cette toile. Cette appréciation est renforcée par une étude de la presse. Bien que n'étant dévoilée au public qu'en mai 1877, à l'ouverture du salon, la mort de Marceau est déjà citée 9 fois dans des articles de presse parus entre le 23 février et le 28 avril 1877. À l'instar du phénomène de campagne de communication que nous connaissons bien pour les films désireux d'obtenir des récompenses du type Oscar et autres palmes d'or, la peinture de salon faisait également l'objet de véritables plans de diffusion. Dans les causeries parisiennes de Borghese, paru dans l'éclaireur de l'arrondissement de Coulommiers le 10 mars 1877, le journaliste précise: c'est si gentil l'indiscrétion, quand cela ne fait tort à personne. Entr'ouvrons donc 2 ou 3 portes. Chez Laurens, que tout semble désigner pour la grande médaille d'honneur, pas voler celle-là, le mort de Marceau, qui, je crois, fera sensation. Afin de susciter l'attente et le désir, l'œuvre circule par le biais de la presse alors qu'elle n'est même pas encore visible. C'est un étrange paradoxe qui démontre que le phénomène de circulation d'une image ne repose pas uniquement sur sa monstration. Premier grand temps d'exposition, la mort de Marceau est naturellement montrée pour la première fois au salon de 1877, qui ouvre donc le 1er mai. La toile est accrochée salle 7 sous le numéro 1227 et connaît un véritable triomphe, comme en témoigne un article de Jules Claretti dans la presse du 2 mai 1877. Pour sortir des généralités et en arriver au salon, il faut avouer, hélas, après un examen un peu bien rapide, il est vrai, que cette exposition semble, au premier abord, d'une réelle faiblesse. Combien y a-t-il d'œuvres réellement dignes d'attention dans ce nombre effrayant de 4582 ouvrages soumis au jugement du public? Quel travail pour le critique, chercher ce qu'il y a de remarquable dans cette halle aux arts. Un admirable morceau de M. Henner, La tête de Saint-Jean, un beau tableau de M. Jean-Paul Laurens, d'une importance considérable, Marceau mort, 2 toiles de premier ordre de M. Ribot, dont une surtout, La Bretonne de Plougastel, est digne de tous les éloges. La critique est dans la très grande majorité positive et améliorative. Il arrive néanmoins que certains journalistes critiquent notamment le paravent jaune dans la composition. De l'ouverture du salon jusqu'à la remise des médailles aux alentours du 21-22 mai, la mort de Marceau fait l'objet d'une dizaine d'articles. Ceux-ci sont souvent des guides, notamment pour des visiteurs de l'événement
et permettent à la toile de ressortir et même d'être recherchée par les spectateurs. L'inflation des mentions textuelles se poursuit avec l'obtention de la médaille d'honneur. L'œuvre est mentionnée par des journaux de diverses couleurs politiques qui lui permettent ainsi de toucher un large public. Cette première vie de l'œuvre est l'occasion d'interroger l'impact des processus permettant la légitimation et la reconnaissance d'une image au sein des mondes de l'art français du XIXe siècle. De par son succès immédiat et son adéquation avec l'horizon d'attente des prescripteurs et du public de son temps, ce tableau connaît d'abord une diffusion littéraire reposant principalement sur les ekphrasis émanant de la sphère critique et journalistique. Ce phénomène complémentaire d'exposition et description littéraire n'est pas unique. Il s'accompagne aussi de l'accession au statut d'illustration de cette composition et de sa transposition par le biais des différentes techniques de reproduction. La mort de Marceau est rapidement gravée sur bois, métal et pierre. Elle a bénéficié de la majorité des procédés permettant la démultiplication et la propagation d'une image à cette période et témoigne des nombreuses logiques se déroulant durant ce processus complexe. À l'heure actuelle, j'ai recensé une petite dizaine de transpositions réalisées depuis 1877. Vous en voyez certaines ici à l'écran. Cette mise en image a joué, à n'en pas douter, un grand rôle dans la circulation de l'œuvre. Les modes de reproduction du tableau sont multiples. La gravure peut être d'illustration, d'interprétation, mais aussi être complètement réinvestie pour être caricaturée, comme vous pouvez le voir ici sur l'image de droite. Avec la description littéraire, mais également avec sa démultiplication imprimée, la composition dépasse très rapidement le cadre de l'œuvre et son unicité pour connaître une circulation accrue. Elle est notamment citée par Van Gogh, qui loue la qualité de la composition dans une lettre datée de 1883. Donc vous voyez ici également à droite une gravure réalisée en Italie. La transposition la plus importante est néanmoins sans doute celle réalisée par La Guillermy, exécutée pour le compte de la Calcographie du Louvre en 1880. L'œuvre acquiert par ce biais un statut officiel et républicain. Elle connaît alors des canaux de diffusion nouveaux. Par exemple, en mai 1892, le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sur proposition du préfet de l'Aube, alloue à la Société des Amis et des Arts de l'Aube un exemplaire de La mort de Marceau, gravure de La Guillermy, d'après Jean-Paul Laurence. L'œuvre devient aussi un lot régulier pour les loteries et même une récompense pour des courses cyclistes. La Croix du Maine, dans l'édition du 4 juin 1901 du journal Le Vélo, précise que sur la demande du ministre de l'Intérieur, notre ami Henri Roujon, directeur des Beaux-Arts, a mis à disposition de l'UVF, pour être décerné aux vainqueurs du Grand Prix de la République, un certain nombre d'objets d'art, dont le troisième n'est autre que La mort de Marceau, gravure de La Guillermy, d'après Jean-Paul Laurence. Cette œuvre constitue en outre un cas d'étude remarquable pour la compréhension des mécanismes de mondialisation et de métissage, puisque cette peinture aurait été gravée et sinisée dès 1878 par des artistes chinois établis à Shanghai. Je ne suis pas encore arrivé à trancher sur le statut de ces gravures, mais un faisceau de présomption me laisse penser qu'il s'agit d'un coup monté par Laurence ou le propriétaire de l'œuvre pour accroître sa reconnaissance. Bien entendu, le journaliste du Monde illustré semble avoir largement participé à cette combine. L'œuvre a bien été vue par de nombreux spectateurs étrangers et sa diffusion littéraire et illustrée l'a fait très rapidement connaître en dehors des frontières françaises. Après son succès au Salon de 1877, La mort de Marceau est montrée à la Triennale de Gand la même année, puis enfin à l'Exposition universelle de Paris en 1878. En seulement 2 ans, elle est donc visible dans 3 événements artistiques majeurs. La circulation de cette œuvre ne repose toutefois pas que sur le système critique et exposition. La dimension marchande de l'œuvre joue aussi un rôle primordial dans l'histoire de ce tableau. En effet, La mort de Marceau est acquise bien avant sa première exposition, en mai 1877. Dans le Courrier de France de février de cette même année, un article précise qu'un député, des plus sympathiques, grand amateur d'art et homme de goût, s'il en fut, M. Edmond Turquet, vient de faire l'acquisition de l'un des plus beaux tableaux de la prochaine exposition, le Marceau de Jean-Paul Laurence. L'œuvre du maître est parfaite et ceux qui l'ont vue en disent merveille. Qui donc prétendrait que les républicains n'aiment pas les beaux-arts et ne savaient pas les encourager? Cet achat n'est sans doute pas innocent et l'importante campagne autour de la toile s'explique aussi par le rôle de son premier propriétaire. Député de l'Aisne, Turquet est également un collectionneur qui utilise ses œuvres à des fins politiques. L'acquisition d'une toile importante comme le Marceau sert ses desseins puisqu'il deviendra par la suite sous-secrétaire d'État à l'instruction publique et aux beaux-arts du 5 février 1879 au 27 décembre 1879. Il exerce à nouveau la charge de secrétaire d'État à l'instruction publique, aux beaux-arts et au culte du 11 avril 1885
au 6 janvier 1890 et il exercera à nouveau cette charge du 7 janvier 1886 au 10 décembre 1886. Le rôle important de Turquet sert bien évidemment la toile de Laurens et l'aide à sa circulation et à sa diffusion. Il existe néanmoins certains regrets de la part de quelques journalistes qui pensent que le tableau de M. Laurens sera fort bien chez un député républicain, mais j'aurais mieux aimé, je l'avoue, qu'il fût acheté par l'État pour le Luxembourg, qui est le vestibule du Louvre, et c'est au Louvre, parmi les chefs-d'œuvre de toutes les écoles, que sa place était marquée. Turquet tire parti de l'œuvre et sait parfaitement jouer de son image, comme en témoigne un article du Monde illustré de mai 1878. Turquet, un amateur éclairé qui sait composer ses galeries de tout ce qui a de la valeur dans les différentes manifestations de l'art, a acquis cette belle toile et nous le remercions de nous en avoir facilité la reproduction. Dans le même temps, il donne l'autorisation de reproduire l'œuvre au théâtre historique qui en donne une pièce sur la vie de Marceau. Donc vous pouvez voir en fait l'annonce à gauche, Marceau ou les enfants de la République. Le journaliste Jules Prével note en juin 1878 que chez son voisin le théâtre historique, Marceau a fait aux mêmes dates 3 033 francs et 3 055 francs avec un prix des places singulièrement diminué pour les représentations populaires de l'été. Malgré la modicité de ces prix, M. Castellano vient d'inventer un attrait nouveau, une sorte de prime. En un mot, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui louera sa place pour Marceau aura droit à un exemplaire de la gravure représentant la mort de Marceau, d'après le tableau de M. Jean-Paul Laurens, qui a obtenu la grande médaille d'honneur au salon de 1877. C'est M. Turquet, député de l'Aisne et propriétaire du tableau, qui a accordé l'autorisation nécessaire. Quelques mois plus tard, en juillet 1878, l'œuvre est aussi gravée par Charles Courtry. La publicité précise là encore que le tableau de Laurens, dont nous avons publié ici une gravure sur bois, grâce à l'obligeance de son heureux possesseur, M. Turquet, vient de recevoir une nouvelle consécration artistique par la publication d'une magnifique eau-forte de M. Charles Courtry. La popularité de la mort de Marceau joue indéniablement un rôle dans l'obtention du poste de sous-secrétaire d'État en 1879 par Edmond Turquet. L'immense majorité des articles qui annoncent la nouvelle de sa prise de poste précisent qu'il est le propriétaire de cette œuvre, comme en témoigne un article paru dans les Tablettes des Deux Charentes en février 1879. À l'instruction publique, M. Turquet est nommé pour s'occuper spécialement, dit-on, des beaux-arts. C'est un amateur distingué ou simplement opulent. Il possède plusieurs toiles à sensation, notamment le Marceau de M. Jean-Paul Laurens. Malgré son intérêt pour l'œuvre, Turquet va être tenté de vendre la mort de Marceau. La trajectoire marchande de la toile est un levier important dans l'histoire de sa circulation. Turquet va pour cela faire appel au marchand et critique Léon Gaucher. La date du début de la collaboration entre les deux hommes est malheureusement inconnue. Elle est néanmoins attestée à partir de 1880, mais leurs correspondances respectives laissent supposer une certaine familiarité entre eux. Gaucher est très influent en Belgique. Il serait donc tentant de penser qu'il a joué un rôle dans le scandale de la Triennale de Gand de 1877, mais rien ne permet de l'affirmer. Voici un résumé de l'affaire, publié par Perquéot dans le Figaro du 12 septembre 1877. On s'est fort occupé dans les journaux belges, cette semaine, du beau tableau de M. Laurens, représentant l'état-major autrichien devant le corps de Marceau. Voici à quel propos. Il y a en ce moment, à Gand, chef-lieu de la Flandre orientale, une exposition triennale des beaux-arts. Le tableau de M. Laurens y a été envoyé et y a obtenu un succès d'autant plus grand que l'exposition flamande de cette année a laissé déplorablement à désirer. De l'excellence de l'œuvre française et de l'infériorité des autres, il en est résulté ceci. Le comité administratif chargé d'acheter un certain nombre de tableaux pour le musée de Gand s'est décidé, tout d'abord, et à l'unanimité, à faire l'acquisition du Marceau. Pour faire ces achats de tableaux, le comité disposait d'un crédit de 40 000 francs fourni à moitié par la ville de Gand, à moitié par l'État. On entra en pourparlers avec le propriétaire de Marceau, qui se trouvait être M. Turquet, ancien député radical. M. Turquet avait acheté le tableau au prix de 30 000 francs, mais il fit savoir qu'il ne serait pas éloigné de le céder moyennant un petit bénéfice de 10 000 francs, ce qui élevait le prix d'achat juste au chiffre complet du budget mis à la disposition du comité administratif. Le comité, qui tenait au tableau, n'aurait pas hésité à conclure ce marché unique et exclusif, mais la nouvelle des pourparlers s'étant répandue, les peintres belges se sont mis à pousser des cris d'orfraie. Un certain nombre d'entre eux ont adressé une pétition au ministre de l'Intérieur, déclarant offensant et décourageant pour les artistes nationaux que le seul tableau acquis pour le musée fut celui d'un étranger et que cet achat fut en partie fait au moyen des fonds de l'État. Cette mise à l'index d'un étranger vient bien à point immédiatement après les fêtes de Rubens, où l'on a cessé pendant 8 jours de répéter, sur tous les tons, que dans les domaines de l'art, il n'y a pas de frontières géographiques.
Elle est de mise surtout dans un pays dont les Galais, les Stevens, les Willems, les Dicknif, les Leys figurent dans tous les grands musées de France sans que jamais on ait songé là à examiner leur passeport avant d'apprécier leurs œuvres et de les acheter au moyen des fonds de l'État. Quoi qu'il en soit, la protestation a fait son effet puisqu'on annonce aujourd'hui que le Marceau ne sera pas acheté par le musée de Gand, à moins que M. Turquet, ce qui n'est pas attendu, ne consente à faire un petit sacrifice et ne réduise ses prétentions. S'il en est ainsi et que le comité administratif en soit réduit à chercher parmi les œuvres des peintres du pays l'emploi des fonds dont il dispose, je ne vois pas vraiment trop sur quelle toile son choix pourrait, avec quelques raisons, s'arrêter. Le scandale est puissant et c'est un levier très important dans l'histoire de la circulation de la mort de Marceau. Cet important phénomène, en fait, va faire que l'œuvre va défrayer plusieurs fois la chronique et donc connaître des pics de visibilité. Il existe de même une rumeur en 1881 sur le fait que le tableau de M. Jean-Paul Laurens, La mort de Marceau, va être donné, paraît-il, par l'État au musée de Lille. On se souvient que M. Turquet avait acheté ce tableau à Sensation pour une somme faute ronde. Léon Gaucher ne semblant pas parvenir à vendre l'œuvre, Turquet collabore également avec un autre marchand, Paul Durand-Ruel. Au ministère des Beaux-Arts, Turquet a servi d'intermédiaire pour le don d'œuvres de Georges Michel par celui-ci. C'est peut-être à cette occasion que les deux hommes se sont rencontrés. Turquet lui confie La mort de Marceau le 31 janvier 1886. La toile est envoyée à New York, au Madison Square South, du 10 avril au 25 avril de cette même année, durant la célèbre exposition Works in Oil and Pastel by the Impressionists in Paris, organisée sous l'égide de l'American Art Association. L'événement est un succès. Il est prolongé à la National Academy of Design à partir du 25 mai 1886. Dans le catalogue de ces deux expositions, le tableau y figure sous le numéro 9. Selon Ulrich Jesinger, Durand-Ruel est prudent et assure le succès de son événement en ajoutant des peintres non impressionnistes, mais très populaires à l'époque, comme Laurens ou Le Roll. L'œuvre circule pour la première fois physiquement hors d'Europe. Elle était sans doute déjà connue en Amérique par le biais de la presse et de la gravure. Un article de l'Illustration du 29 janvier 1921 sur les Canadiens français permet d'attester la présence de la composition sous forme imprimée. De la rue, passons-nous au séminaire. Je dis au séminaire, les couloirs sont tapissés de 1000 tableaux. Les uns sont purement canadiens, d'autres anglais, beaucoup sont de chez nous. Voici au hasard non seulement Louis XVI, mais aussi Marceau sur son lit de mort, du non moins républicain Jean-Paul Laurens. Malgré le retentissement de l'exposition de Durand-Ruel, l'œuvre n'est pas vendue et est restituée à Turquet le 13 mars 1887. La diffusion de la toile par la gravure continue dans une lettre de Turquet à Gaucher datée d'octobre 1888. Il lui demande de faire revenir d'Angleterre toutes les gravures de Marceau qui ne sont pas vendues. Mon ami, le général Boulanger, me les achète au prix de l'édition. Après avoir servi à son accession au poste de sous-secrétaire d'État, Turquet se sert de la mort de Marceau pour soutenir la cause boulangiste. Il va enfin parvenir à vendre l'œuvre à un autre député du même mouvement, le Jules Jaluzeau, célèbre fondateur des magasins Printemps, en mai 1888. Léon Gaucher semble impliqué dans la transaction, comme en atteste une lettre datée du 21 mai 1888. La compréhension de la circulation de la mort de Marceau passe donc nécessairement par une analyse politique, non seulement en raison de son sujet révolutionnaire et républicain, mais aussi à cause des accointances idéologiques de ses propriétaires. Edmond Turquet et Jules Jaluzeau sont tous deux d'éminents soutiens du mouvement boulangiste. Ce n'est pas un fait anodin, et cela semble empreint par transitivité, la trajectoire et la diffusion de l'œuvre au point de paraître consubstantielle de celle-ci. Dans un article du 29 novembre 1905, Turquet se confie. Pour les besoins de la propagande, cela ne surprendra personne, j'avais besoin d'une somme de 40 000 francs. C'est alors que je me défie de 2 œuvres d'art dans les mains de Jules Jaluzeau. J'y joignis même une réduction de la médaille d'honneur que j'avais acquise comme sous-secrétaire d'État. Je puis même ajouter ce détail que, peu de temps après, Jaluzeau offrit un dîner où se trouvait le général Boulanger. Celui-ci, qui était au courant de l'affaire, regarda le tableau et dit « Ah, ce pauvre Turquet, c'est là son tableau. Enfin, on lui revaudra ça plus tard. » La mort de Marceau pince ainsi des articles consacrés aux beaux-arts, aux rubriques politiques et mondaines. Jules Jaluzeau donne régulièrement des bals et des dîners dans son hôtel particulier de la rue d'Athènes, où l'œuvre est admirée et régulièrement décrite. Par exemple, en janvier 1889, Jaluzeau invite des employés de sa boutique à un bal chez lui. En voici le compte-rendu, publié dans le Figaro. Jaluzeau a dépensé hier 40 000 francs en décoration, en fleurs, en lumière, en buffet. C'est uniquement pour ses employés. L'exemple est assez rare pour que le Figaro le donne à suivre à tous les commerçants du monde.
M. Jalouseau a voulu que les chefs de rayon, que les jolies vendeuses qui, de loin, participent à tant de fêtes, eussent à leur tour la sensation de l'entrée solennelle entre des rangées de domestiques, de la robe de bal qu'on promène entre des tapisseries, des glaces et des fleurs, du carnet sur lequel les danseurs s'inscrivent, du cotillon aux mille accessoires, du souper où le champagne coule à flot. Sur son lit de mort, le fameux Marceau de Jean-Paul Laurens ouvre les yeux pour voir passer les valseuses. Bien qu'étant en main privée, l'œuvre est ainsi souvent mentionnée. Elle connaît un certain regain de citation lorsque Jean-Paul Laurens est nommé à l'Institut en 1891. De plus, elle bénéficie d'une large diffusion par la gravure. Le fait d'être reproduite par la calcographie du Louvre entraîne bien souvent une incompréhension sur son lieu de conservation. De nombreuses personnes pensent que l'œuvre est dans une collection publique, mais il n'en est rien. Jalouseau semble vraiment attaché à cette toile. Il s'en sert même de carte de l'an pour les magasins printemps. Ainsi, en fait, pour l'année 1894, les grands magasins du printemps offriront à leur clientèle, à l'occasion du jour de l'an, une magnifique gravure, dimension 50 sur 65, représentant l'état-major autrichien devant le corps de Marceau, reproduction exacte du tableau de Jean-Paul Laurens, grande médaille d'or à l'exposition de 1877. Un article du Petit Caporal de décembre 1894 souligne la dimension politique et mercantile du geste. Donc, le journaliste écrit, je cite, « À cette nouvelle, l'imagination d'un rémailleur a travaillé, et voici la complainte qu'il nous a apportée. » Donc, voici quelques extraits. « Monsieur Jalouseau est décidément un homme qui sait inspirer les poètes de la rue. » Donc, cette petite en fait, rime a été donc s'intitule « À Gaudissart, Jalouseau. » Sachez donc qu'il est grand proprio, en un cadre doré, d'un grand tableau qu'a fait Jean-Paul Laurens avec son pinceau, où ce qu'on voit l'Autrichien Marceau, mort général de la Première République, et qui en Vendée aima la belle Angélique. Ah, la belle image qu'a Jalouseau, vont se dire en courant les nigauds, mais ils s'arrêteront bien vite en chemin, en faisant cette bonne réflexion soudain. Pourquoi qui donne-t-il une belle image, qui lui coûte peut-être bien un sou, ce farceur passé maître en mirage, et c'est pour en gagner au moins 100 dessous. Moralité. Et sur cette lumière pensée, on se tire les pattes vers un autre chaussée, en disant à Gaudissart Jalouseau, on ne fait pas d'un peu de gloire comme Marceau, un appât pour les sots, ou un glu pour les goderluneaux. La circulation de la composition bénéficie de plusieurs événements, dont le transfert d'une partie des cendres de Marceau au Panthéon en 1889, le centenaire de sa mort en 1896 et l'accrochage du tableau de Laurens à l'exposition centenale en 1900. Impliqué dans un scandale financier important, Jules Jalouseau est ruiné et contraint de vendre la mort de Marceau en 1905. Cette affaire implique plusieurs autres polémiques qui vont donner au tableau une grande visibilité durant cette année. À l'occasion de la vente de la toile, certains articles accusent Turquet d'avoir monnayé une légion d'honneur à un marchand en échange de la vente du tableau en 1888. Lors de la dispersion de la collection Jalouseau, la mort de Marceau est acquise par les marchands Nathan et Fernand Herzog. De nombreuses personnes s'interrogent sur le fait que le musée du Luxembourg ou la ville de Chartres n'aient pas été tentés d'acheter l'œuvre. Le commissaire-priseur Olliard se défend dans un article de l'Éclair du 29 novembre 1905. Dans tous les cas, qu'on ne nous accuse pas, il y a eu 2 jours d'exposition, bien que je n'y sois nullement obligé. J'ai écrit pour en signaler la vente à tous ceux et celles qui pouvaient être intéressés. À M. Dujardin-Beaumetz, président du conseil municipal, à M. Quentin Bochart, qui pouvait le désirer pour le musée Galliera, au maire de Chartres, patrie de Marceau, pour son hôtel de ville. Il y a également des rumeurs sur le fait que la toile ait été achetée par un pays étranger. Les bruits de couloir sont tellement forts que les frères Herzog doivent communiquer dans la presse. Donc, voici le communiqué. Sitôt après l'adjudication du chef-d'œuvre de Jean-Paul Laurens, l'état-major autrichien devant le corps de Marceau, le bruit s'était répandu que la célèbre toile avait été achetée pour le compte d'un gouvernement étranger. Mais heureusement, il n'en est rien, car on pourra l'admirer dans les galeries Herzog, 41 rue de Châteaudun, en attendant qu'un riche mécène vienne l'acquérir pour le donner au Louvre ou au Luxembourg, car il est regrettable de l'avis unanime qu'un musée ne se soit pas rendu possesseur de ce tableau légendaire. Le fait que cette toile n'ait réalisé qu'une enchère de 13 000 francs accroît encore plus le scandale autour de la vente de l'œuvre. Les frères Herzog réalisent une campagne de communication massive sur celle-ci, mais ni l'État, ni la ville de Chartres, ni un mécène ne se montrent acquéreurs. Elle est alors achetée à ce moment-là pour la somme de 40 000 francs par le peintre Takeshiro Kanokogi pour le compte de son mécène, le baron Sumitomo. Proche d'Asahi Shu et élève de Jean-Paul Laurens, Kanokogi est un artiste japonais
qui sert d'intermédiaire à son bienfaiteur et l'aide à obtenir plusieurs toiles réalisées par son maître. L'acquisition est saluée par la presse. Je cite: le Japon, qui a de nobles enseignements à donner à ses fils et qui veut leur apprendre le secret de vaincre, vient d'acquérir ce chef-d'œuvre français. Cela entraîne néanmoins un débat sur la politique d'achat des institutions françaises et crée un véritable débat. Monsieur Kurino, ambassadeur du Japon, profite de l'occasion et l'expose pendant un mois en novembre 1906 à l'ambassade, avenue Hoche. Un article intitulé Gloire exportée, paru dans l'Intransigeant de novembre 1906, résume bien la position de certains amateurs d'art. N'est-ce pas assez significatif, ce départ du Marceau de Laurence pour Tokyo? Tokyo, cela déroute. À l'aurore de la gloire japonaise, il faut l'effigie de ce héros de l'Occident. Et quel commentaire de l'aventure magnifique dont l'ultime épisode est fixé sur la toile fera-t-on aux descendants des samouraïs? Oku, Oyama, Kuroki, froid tacticien, âme intrépide. Togo, héros d'un Trafalgar russe, petits yeux froids des anciens adorateurs du renard Inari, lèvres pincées du peuple qui ne pleure jamais et qui ne connaît pas le baiser, front têtu, plat et carré, comme les pierres d'un de leurs temples, cerveau d'Extrême-Orient, cerveau qui absorbait notre science et notre expérience pour en faire ce mystérieux devenir d'un peuple nouveau, devant Marceau, le Français, le soldat qui combattit sans haine au service de la patrie et d'une idée, l'adversaire généreux qui tendait la main à l'ennemi vaincu, devant ce guerrier dont l'âme, façonnée par un atavisme de plusieurs siècles d'idéal chrétien et chevaleresque, connaissait la générosité et la pitié, par quoi s'épure et s'ennoblit le courage, devant cette image venue de si loin, comprendrez-vous. Comment comprendrez-vous? Le cycle de votre histoire militaire n'est pas fermé. Il s'ouvre. Les applaudissements américains à vos succès contre les Russes se sont calmés. Donc, il y a véritablement dans cette acquisition par les Japonais aussi, voilà, une mise en parallèle en fait entre le sujet et voilà les disciplines guerrières et voilà la doctrine en fait de l'armée impériale japonaise. Arrivé au Japon, donc, le tableau joue un rôle important dans l'émergence du mouvement yoga. Au sein de la collection Sumitomo, il devient un lien tangible entre la création française et japonaise du début du XXe siècle. Il permet à de nombreux artistes qui sont dans l'impossibilité de se rendre à Paris de pouvoir se familiariser avec l'art occidental et ses techniques. Son éloignement géographique et la fin du mouvement yoga condamnent néanmoins la mort de Marceau à un relatif oubli. De plus, le fait que l'œuvre actuellement conservée au musée Sennoku à Kokkan n'ait pas pu participer à la rétrospective française consacrée à Laurence en 1998 l'a sans doute privé d'une certaine visibilité. La mort de Marceau illustre néanmoins de nombreux ouvrages d'histoire de l'art japonais et du fait d'être dans un musée est toujours visible du public. Il y a de nombreux points que je n'ai pas pu aborder durant la présentation de cette recherche en cours. J'espère néanmoins avoir pu, par cet exemple, montrer la complexité de la circulation d'un tableau important dans l'œuvre de Jean-Paul Laurence et attester de la non-linéarité de la diffusion des images. L'analyse de la circulation de la mort de Marceau montre l'existence de plusieurs phénomènes artistiques, techniques, politiques, économiques et géographiques qui démontrent bien que les œuvres d'art sont des objets complexes et aux trajectoires étonnantes. Le but de ma recherche est non seulement de produire une étude monographique la plus précise possible sur cette œuvre, mais également essayer de la faire circuler à nouveau au sein de cette discipline qu'est l'histoire de l'art, et pourquoi pas, peut-être, un jour, de l'exposer temporairement en France. Donc, j'en ai terminé, je vous remercie, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire part de celles-ci.